Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Marie. Dans l'actualité de ce mardi 22 octobre que nous développerons ensemble, Saint-Béat bloqué par des barrages filtrants ce matin. Les habitants dénoncent l'inertie de l'État et des assurances après les inondations du mois de juin dernier. Les vacances de la Toussaint ont commencé, vacances qui malheureusement peuvent être synonymes de cambriolage. Enfin, une première en France, une résidence privée à énergie passive ouvre ses portes à Toulouse. À Saint-Béat, ce matin, on a profité de la visite du préfet pour se faire entendre. Les habitants ont bloqué la ville par des barrages filtrants dès 9 h. Ils tirent la sonnette d'alarme suite aux inondations de cet été. Selon eux, rien n'a été fait, contrairement au côté espagnol. Les manifestants demandent la sécurisation de leur canton et la remise en état des campings. François Guin est parti dans les Pyrénées. Ça vous amuse de nous signer les pétitions? C'est par rapport aux sinistrés et rien n'a été fait depuis 4 mois. Ils viennent de Saint-Béat, Fos ou des communes avoisinantes, tous impactés à différents degrés par les crues de juin dernier. S'ils ont organisé ce barrage filtrant aujourd'hui à Saint-Béat, c'est pour sensibiliser les automobilistes et partager exaspération et inquiétude. C'est surtout un ras-le-bol en fait, de tout le monde. 4 mois après, ça a monté, puis là ça explose, quoi. Et puis surtout faire nettoyer la Garonne. Parce qu'en Espagne, ça a été bien nettoyé. Et ici, en France, les travaux n'ont même pas encore commencé. Les riverains redoutent que la Garonne ne déborde à nouveau si aucun aménagement n'est fait. À cela vient se greffer l'absence de visibilité sur l'avenir économique de Saint-Béat. Ils attendent beaucoup de la visite du préfet aujourd'hui pour être rassurés avant tout. Ce qui est le plus inquiétant en termes d'aide, c'est quelle aide on va avoir pour la revitalisation économique de notre territoire. Et là, vous englobez les campings, vous englobez les commerçants, c'est tout ça. Et j'attends des réponses ce soir du préfet pour savoir quel signe fort il va nous apporter. 4 mois, ça fait long. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut que les gens nous donnent des signes forts pour nous dire on est là, ne vous inquiétez pas. Et les réponses ne tardent pas. À 14 h, une rencontre informelle a lieu avec Henri-Michel Comet, à même le bitume. C'est un village qui se meurt aujourd'hui si on ne bouge pas. Et si le lit de la Garonne, le lit majeur, reste comme ça, je peux vous garantir qu'il va y avoir quelque chose dans pas longtemps. Il y a la Garonne et 2 le développement économique. Oui. Le camping, c'est un sujet très précis. Il faut qu'on règle. J'ai des propositions à formuler, mais ça ne suffira pas. Car c'est tout un tissu économique à reconstruire à Saint-Béat. Et dans ce domaine, comme pour la sécurisation des campings, le préfet en appelle à des efforts de tous les pouvoirs publics. Mon premier devoir sur les campings, c'est de préserver les vies humaines. C'est de faire en sorte que les dangers connus ne se reproduisent pas. Une fois que ce premier devoir est pensé, posé, partagé, je pense que nous avons des solutions. Ça suppose que tout le monde fasse un effort. Pas une seule partenaire, que tous les partenaires s'engagent. À l'heure de ce sujet, les discussions se poursuivent entre le préfet, les élus et les représentants du collectif Sortir de l'eau. Et il lui faudra être convaincant. Oui, j'attends beaucoup plus et on va lui expliquer aujourd'hui, tout à l'heure à 17 h 30, ce qu'on exige. S'ils ne font pas, l'État, tout ce qui est en dessous, on est perdu. En précisant qu'ils ne disparaîtront pas sans faire de bruit. Saint-Béat, certes, mais pas seulement. Les habitants défendent un grand mouvement de solidarité. On écoute Alain Frisoni, porte-parole du collectif Sortir de l'eau. Il n'y a pas que Saint-Béat. Je parle de Saint-Béat parce que je suis là, mais j'oublie pas Fos, j'oublie pas Arlos, j'oublie pas Chaume, j'oublie pas Fronsac, j'oublie pas Sierre, j'oublie pas Marignac. Tous ces villages-là sont dans le désespoir. Il faut qu'ils aident. Il faut mettre la main à la poche. Je sais que c'est compliqué. Je ne vais pas rentrer dans un domaine politique, mais des fois on met la main à la poche pour autre chose, qui est peut-être moins important que ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les moyens techniques, et financiers, je pense qu'on les a aussi. Il faut qu'ils réussissent à débloquer tout ça et à travailler dans ce sens-là. Si on ne travaille pas dans le but-là, on a un canton qui est mort. C'est les vacances de la Toussaint depuis lundi. Qui dit vacances dit souvent départ et parfois malheureusement aussi cambriolage. Jérôme, vous avez rencontré les forces de l'ordre aujourd'hui pour faire un bilan. Alors, en amélioration ? En légère amélioration. Il faut savoir qu'il y a eu 4 847 cambriolages d'habitation principale cette année, soit une baisse de près de 5 % par rapport à l'année dernière. Nous nous sommes rendus justement cet après-midi au centre qui traite les appels des victimes.
Voici le centre opérationnel de la gendarmerie à Saint-Michel. Ici, 500 appels sont traités chaque jour. Dès lors que l'appel arrive au centre opérationnel, il est inscrit sur la base informatique et il s'inscrit sur la cartographie qui nous permet de localiser l'endroit. Et avec la géolocalisation des véhicules et des patrouilles sur le terrain, soit environ une centaine de véhicules par jour, de patrouilles en journée, on engage au plus près de l'événement la patrouille sur cette intervention. 20% des appels mènent à des interpellations. Appeler le 17 lorsque l'on est témoin d'un cambriolage est également un acte encouragé par les forces de l'ordre. Il s'agit simplement d'appeler l'attention du policier ou du gendarme sur le fait qu'un cambriolage chez son voisin soit éventuellement en train de se commettre. Et ce qu'il faut se dire, c'est que cette démarche-là, eh bien, on peut soi-même en bénéficier. Dans la mesure où ce service qu'on peut rendre à son voisin, eh bien, le voisin pourrait être à même de vous rendre l'appareil si lui-même devait être en capacité de dénoncer un fait de ce type en cours de réalisation chez vous alors que vous êtes absent. Ce qu'on souhaite, c'est que peu à peu, c'est toujours difficile en France de parler de l'attention des citoyens, mais sans parler du tout de délation, mais un acte citoyen, de signaler, de faire le 17 pour signaler qu'il y a quelque chose de suspect, c'est un acte citoyen, c'est pas de la délation. Donc il faut arriver peu à peu à ce que la population participe à cette sécurité vis-à-vis de ses voisins quand ils voient quelque chose de suspect. Et je pense que ça, c'est la vraie solution, parce que des flics, on ne pourra pas en mettre des milliers devant chaque porte. En septembre, Manuel Valls a annoncé le déploiement d'un plan national de lutte contre les cambriolages et les vols à main armée. D'ici quelques semaines, une brigade de 4 enquêteurs sera notamment chargée de lutter contre le recel. En faisant notamment des contrôles inopinés dans les officines d'achat et de vente d'or, par exemple, en assurant des contrôles périodiques auprès des professions réglementées, brocanteurs par exemple, vendeurs de métaux, etc. Tous ces professionnels, la majorité heureusement sont des honnêtes professionnels, des honnêtes gens, mais nous vérifierons également comment sont tenus leurs établissements, comment sont tenus leurs registres et quelle est la traçabilité des objets, métaux ou autres, achetés et vendus. Autre mesure annoncée par le ministre de l'Intérieur, l'opération Tranquillité Vacances sera désormais active toute l'année. Alors cette opération Tranquillité, vous nous rappelez en quoi elle consiste? Et il suffit en fait d'appeler le 17 ou d'appeler l'office de la tranquillité ou encore de passer à la gendarmerie ou à la police. À ce moment-là, vous leur signalez en fait que vous partez en vacances et les dates de vos congés. À ce moment-là, ils mettent en place des patrouilles et donc les patrouilleurs viennent chez vous, viennent autour de votre maison voir s'il n'y a rien de suspect qui se passe. Alors est-ce que c'est efficace ce genre de contrôle? Alors, les forces de l'ordre que nous avons rencontrées aujourd'hui nous ont dit effectivement que c'était a priori très efficace. Il faut savoir quand même que depuis le 1er septembre, ça c'est à la gendarmerie que nous avons appris cela, il y a eu une centaine de cambrioleurs pris en flagrant délit. Donc la pression reste forte, donc ce genre d'opération peut baisser ces chiffres. Alors, ça coûte cher de faire patrouiller les forces de l'ordre autour de sa maison? Et non, c'est ça l'un des intérêts. Il faut savoir que c'est totalement gratuit. Donc c'est dommage de ne pas en profiter, voilà, effectivement. Alors, en dehors des patrouilles, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux vacanciers qui s'en vont? Alors, effectivement, il y a des conseils auxquels on pense pour les vacances d'été et que l'on ne pense pas forcément pour les petites vacances. Mais c'est bien de donner une clé finalement à un voisin pour qu'il puisse ouvrir la boîte aux lettres, enlever le courrier qui s'y trouve. Par exemple également ouvrir les volets, allumer une petite lampe. Ça permet en fait de donner des signes comme quoi votre habitation est habitée et qu'elle n'est pas, et que vous n'êtes pas finalement en vacances. D'accord, très bien, merci Jérôme. On revient maintenant sur un fait divers qui a eu lieu dimanche soir. Le restaurant Quick de Colomiers a été braqué par des hommes armés qui sont repartis avec la recette. C'est le 3e restaurant de la chaîne qui se fait braquer de la sorte à Toulouse depuis le mois de juin. Les voleurs sont en quête d'argent liquide facile, mais le risque en vaut-il la chandelle? Emmanuel Tricoire, l'avocat, explique les peines encourues à Christelle Dao. Dans un cas de vol avec usage ou sous menace d'une arme commis en bande organisée, l'article 311-19 du Code pénal prévoit une pénalité de 30 ans de réclusion criminelle. On ne peut pas dire que un vol avec arme correspond toujours au même type de gravité dans la criminalité. Voilà. Tous les éléments sont à prendre en compte.
les faits en eux-mêmes, le type d'armes utilisées, l'organisation qui a été mise en place, le ressenti des victimes et des parties civiles aussi, ce qui est un élément essentiel par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, il est bien évidemment beaucoup trop tôt pour pouvoir avoir une quelconque idée de la manière avec laquelle tout ça va être appréhendé d'un point de vue judiciaire. Le vol avec arme devient une agression de plus en plus fréquente. C'est-à-dire qu'il y a, c'est vrai, une radicalisation de la délinquance qui va amener à ce que le nombre de vols avec arme est relativement fréquent. Traditionnellement, l'image que chacun en a, le vol avec arme, c'est le casse d'une banque ou des choses comme ça. On se rend compte aujourd'hui que c'est un type de criminalité qui touche également les petits commerces, alors que ceux-ci, peut-être, il y a quelques années, étaient relativement préservés. Est-ce que c'est une question de liquidité? Est-ce que c'est une question de moyens de protection? Il est difficile de savoir exactement. C'est une modification sociale. Comme toute modification sociale, on ne peut pas la comprendre ou l'expliquer sur un cas. C'est quelque chose de beaucoup plus large. Et les criminologues s'intéressent beaucoup à l'évolution de la criminalité, du type d'actes mis en œuvre. Économie à présent, Airbus enregistre une très grosse commande. C'est la commande la plus importante jamais passée par une compagnie aérienne latino-américaine. L'avionneur a annoncé une commande ferme de 52 appareils A320 pour la compagnie mexicaine low cost Viva Aerobus, dont 40 A320 Neo. Dans son communiqué, Airbus a ajouté que la compagnie mexicaine prévoyait de remplacer la totalité de sa flotte, constituée de Boeing 737-300, afin de devenir une compagnie entre guillemets tout Airbus d'ici 2016. Le contrat est estimé à plus de 5 milliards de dollars. Les salariés de Cassidian Test et Services sont toujours en grève, et ce depuis la semaine dernière. Oui, la filiale de EADS, spécialisée dans les bancs de test pour équipements aéronautiques, compte 250 salariés à Toulouse. Les grévistes refusent la cession de leur entreprise par EADS. Selon Marwan Laoud, directeur de la stratégie, le poids du groupe est un frein pour Test et Services, dont l'activité ressemble à celle d'une PME. EADS aurait déjà identifié plusieurs investisseurs afin que l'entreprise gagne en compétitivité. Une délégation a été reçue ce matin au siège toulousain de EADS afin d'avoir des précisions. On écoute Éric Sabatier, porte-parole de l'intersyndicale Cassidian Test et Services, au micro de Pascal Solaire. Le groupe EADS souhaite conserver le processus qu'il a mis en place pour la vente de tests et services. Ils ont 3 repreneurs potentiels, dont un financier et 2 acteurs qui sont dans le secteur, notamment Nexeia, effectivement. Et le calendrier annoncé, c'est que d'ici la fin de l'année, une décision sera prise sur la reprise ou non de tests et services. La seule porte ouverte qu'a fait M. Laoud, c'est de dire que si le repreneur potentiel ne convient pas, le processus n'aboutira pas. Politique à présent, Jean-Luc Moudinque affine sa liste et son programme pour les municipales. Le candidat UMP à la mairie de Toulouse a présenté hier 3 nouveaux colistiers, Marie. À savoir Christine Escoulan, Françoise Roncato et Frédéric Brasilès. Ce dernier s'était fait connaître pour son combat contre le tracé de la ligne Garonne du tram. Les 2 autres s'opposant quant à elles au BHNS, le bus à haut niveau de service qui pourrait rallier Plaisance-du-Touche à la gare Matabio en passant par l'Ardenne. Ces 3 colistiers issus de la société civile ne sont encartés dans aucun parti et ont affirmé que leur combat n'était pas des engagements politiques. Jean-Luc Moudinque a par ailleurs déclaré qu'en cas de victoire, il mettrait un terme au projet du BHNS. Depuis dimanche soir, des gens du voyage ont investi la piste de Montaudran, une façon de rappeler que des aires de grand passage susceptibles d'accueillir plus de 200 caravanes n'existent pas à Toulouse. Les espaces de la Mounède ou de Rangueil n'en ont pas la capacité. Une procédure d'expulsion a été lancée par la mairie de Toulouse. Elle est pour l'instant sans suite. La résidence L'Emera est la première résidence privée à énergie passive livrée en France. C'était ce matin dans le quartier de Croix-Daurade. Ce bâtiment consomme 2 fois moins d'énergie qu'un logement dit BBC. Marlène Canal a visité cette nouveauté technologique. En tout, ce sont 22 logements de ce type qui composent la résidence Emera. Ce bâtiment passif est caractérisé par sa sobriété énergétique, c'est-à-dire qu'il consomme le moins possible.
Il n'y a pas encore de référentiel. Aujourd'hui, il y a la réglementation BBC, c'est la réglementation en vigueur. Pour aller plus loin, on s'est servi de ce qui existe en Allemagne, le label Passive House, et qui permet de consommer finalement 2 fois moins qu'un bâtiment BBC. Mais cette innovation technologique a un coût en termes de construction. Ce bâtiment est 15% plus cher qu'un bâtiment BBC. Une isolation par l'extérieur avec une enveloppe, une pompe à chaleur couplée avec une chaufferie collective au gaz. Tout ça rend l'utilisation même du logement un peu particulière. L'objectif est d'économiser 400 € sur la facture de chauffage pour un T3. Effectivement, il faut que le locataire soit vraiment habilité, sache vraiment se servir des installations. Notamment, on a mis des alimentations d'eau chaude pour les machines à laver, donc il faut que le locataire achète des machines à laver adaptées. On a mis des VMC double flux, donc effectivement la ventilation se fait mécaniquement, donc il ne faut pas que le locataire prenne l'habitude d'ouvrir les fenêtres et de ventiler naturellement effectivement son logement. Donc il y a plein de petits détails à mettre en œuvre et former le locataire pour qu'il puisse profiter au mieux de ces installations. Si les prix de construction sont élevés, le prix de vente reste dans la moyenne du marché, environ 3 000 € le mètre carré. Un des bâtiments en particulier ici est exemplaire, c'est qu'on est à la fois des locataires mais des propriétaires occupants. Et c'est, je trouve, assez significatif que le bâtiment qui est le plus poussé en termes d'économie d'énergie, ça soit aussi un bâtiment où il y a 50% de propriétaires occupants. Parce que ça veut dire que c'est un bâtiment où on fait venir des gens qui vont rester dans le quartier, qui vont s'investir dans le quartier. Les locataires le font aussi bien sûr, mais ça donne de la visibilité. Ce bâtiment fait partie de la résidence L'Aurore qui comporte 121 logements, situé dans le quartier Croix-Dorade face au parc de la Mahourine, un quartier en plein développement, notamment avec le chantier du boulevard urbain Nord qui doit débuter dans quelques mois. On termine avec de la musique. Cats on Trees, les chats dans les arbres, c'est le duo toulousain qui porte bien son nom et qui monte. Oui, ils viennent de sortir leur premier album chez Tôt ou Tard. Piano, batterie et voix, c'est la recette de base. Bruno Mallet avait eu la chance de les rencontrer dans le cadre de son émission 100% musique. Et vous pourrez les redécouvrir ce jeudi à 18h15 sur TLT. On écoute un extrait de leur musique. The sirens calling away. This means so much more. The floating boat is carrying me, and I can live my story differently. The greedy siren chewing all around me while I sing. Oh, 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 oh. On the folding shelves, I wonder why me. On my way to the falls, I hope you see. We are heading to the wall, even if you're sorry. All I sing, oh, 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 oh. In my sleep, nothing's safe, nothing according to plan. If I could be someone without you, the same smile every day. The sirens call. Voilà, Siren Calls, l'appel des sirènes. Donc ce groupe toulousain en fait travaille avec Pierre Rougeant, un autre toulousain célèbre à qui on doit par exemple The Dodos. Donc c'est un groupe qui marche de mieux en mieux, puisque dès la sortie du disque hier, ils étaient déjà classés 13e du classement iTunes. Alors ce disque, vous l'avez, Jérôme ? Exactement, j'ai oublié de le montrer, c'est quand même important. Voilà, Cats on Trees, le premier album de ce duo toulousain, duo assez original. Alors prochain concert dans la région à Rodez le 16 novembre et à Toulouse le 11 décembre à la Dynamo. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et très bonne soirée.